il m'a proposé un CDD et on était 3 CDD pour 2 CDI embauchés à la fin, donc en mode Koh-Lanta. À l'époque, ça a été, je crois, plus de 500 rendez-vous en physique, parce qu'à ce moment-là, il y avait pas on faisait pas la visio, pour en convaincre effectivement 150. Donc c'est vraiment tout un écosystème, un club d'entrepreneurs qui partagent leurs expériences, leur expertise et énormément leur réseau. L'idée, c'est d'être vraiment la plateforme de référence pour l'investissement des personnes physiques. C'est la bonne surprise de ce métier, c'est qu'au-delà des chiffres, de la stratégie, de l'économie, de tous ces aspects-là, de l'étude des business models, au final, ce qui reste aussi clé, c'est les dirigeants avec lesquels on s'associe et la façon qu'ont eux-mêmes d'être des bons managers et d'embarquer leurs équipes derrière. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprise et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private equity ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private equity, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à commencer cet épisode en vous remerciant pour vos nombreux retours sur l'épisode enregistré avec Nam Metzger paru il y a 2 semaines. Vous avez adoré l'épisode, donc merci beaucoup pour tous vos retours et vos encouragements. Pour cet épisode 4, on part à la rencontre de Julie Masson, qui est donc associée du club d'entrepreneurs Capital Croissance. Vous verrez, Capital Croissance est un fonds d'entrepreneurs, et donc la définition, plutôt que vous la donner à l'oral, je vous invite à aller voir sur la newsletter que vous trouvez en allant sur la page LinkedIn Bienvenue au Capital. Vous mettez suivre, vous allez sur la newsletter, et dedans il y a toutes les définitions de l'épisode. Donc c'est un fonds d'entrepreneurs, et vous verrez dans cet épisode comment Julie Masson a construit sa carrière en capital investissement. On revient aussi sur le fort développement de Capital Croissance. On a la question d'un auditeur, c'est un nouveau concept que j'essaye, donc si vous avez des questions à poser à mes futurs invités, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, tout simplement vous me faites un vocal que moi je fais écouter à notre invité. Pour terminer cette introduction, je tiens à vous préciser que j'ai mis en place des chapitres. Donc suivant votre plateforme d'écoute, vous allez pouvoir passer directement aux parties qui vous intéressent le plus. On voit les études de Julie, puis son expérience à Capza, puis à Woman Equity Partners. Ensuite, le début de Capital Croissance, on a la question d'un auditeur, l'organisation de Capital Croissance, puis les ambitions pour le futur de Capital Croissance. Pour en savoir plus sur l'entreprise, je vous invite à aller sur leur site, donc capitalcroissance.fr. Si vous voulez contacter Julie, vous verrez qu'elle donne son contact en fin d'épisode. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter l'épisode qu'on en a eu à l'enregistrer. Merci à toutes et à tous, et je vous laisse à ma conversation avec Julie Masson, associée de Capital Croissance. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Julie. Bonjour. Donc Julie, je suis super contente que tu aies accepté de nous partager ton expérience au micro de Bienvenue au Capital. Comme tu le sais, peut-être en introduction pour nos auditeurs, moi j'ai découvert ta carrière après avoir lu ton témoignage sur CF News, donc à l'occasion de la journée du droit de la femme le 8 mars. Vous êtes 5 partenaires à avoir témoigné sur CF News dans un article. Et il y a un extrait de ton témoignage qui m'a particulièrement percuté. Donc je cite, au début de ta carrière, donc en 2004, t'as eu vent de fonds qui revendiquaient vouloir des équipes exclusivement masculines pour ne pas être confronté au problème du congé maternité. Chose qui aujourd'hui paraît assez surprenant. Et du coup, c'était la réalité de l'époque. Déjà, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts et j'aurais adoré que ça existe à mon époque, d'avoir un podcast qui me renseigne sur notre beau métier.
Et effectivement, en 2004, alors c'était pas du tout le cas du fonds que j'ai rejoint à l'époque, bien sûr, Capza, mais il y avait pas mal. Peut-être c'était pas la majorité, mais il y en avait quand même un certain nombre qui effectivement indiquaient clairement en interne ne pas vouloir recruter de femmes, à la limite des jolies stagiaires. Oui. Ça c'était possible parce que c'était pas mal pour les emmener en management de presse, mais sinon c'était quand même trop d'emmerdement. Okay. Et effectivement après avoir à gérer des sujets de congé maternité et puis d'être moins impliqué quand on devient maman et oui c'était des sujets qui existaient réellement à ce moment-là. Des vrais sujets, d'accord. Et j'espère que les choses ont changé, mais j'ai l'impression quand même que ça a évolué dans le bon sens. J'espère, parce que donc justement tu es assez investi pour la parité mais aussi pour la RSE et du coup, en préparant l'épisode, il y a plein de choses super intéressantes. Le fait que vous soyez un club entrepreneur, que vous venez de créer une nouvelle équipe et un nouveau fonds, et que toi-même t'as participé à chaque fois au début, voire créer au début de nouveaux fonds, de nouvelles aventures. Mais avant de spoiler tout le monde, je vais te proposer de te présenter. Donc, je m'appelle Julie Masson, j'ai 40 ans depuis quelques mois, ça fait un peu mal, mais bon voilà, il faut le dire. Faut y passer. Et je suis associée de Capital Croissance depuis 2013. Ok. T'as fait le master 225, je crois. Exactement. Donc j'ai fait tout mon parcours à Dauphine. Pour reprendre un peu l'historique, j'avais pas mal hésité à faire une prépa et une école de commerce. Et puis je connaissais pas du tout Dauphine. J'avais croisé par hasard une amie qui m'avait dit qu'elle s'était inscrite à Dauphine, que les cours avaient l'air super intéressants. Du coup, j'avais un petit peu creusé et je m'étais rendu compte que dès la première année, on pouvait faire de la microéconomie, de la macro, des Sciences Po, de la compta, de la socio. Enfin, que c'était vraiment très complet. Et du coup, ça m'avait beaucoup plu. Et je suis allée à Dauphine pour ça. Et moi, j'aimais vraiment toutes les matières. J'étais très très généraliste, donc ça m'a beaucoup plu de pouvoir me spécialiser au fur et à mesure. Donc pour ça, c'était vraiment des super études parce que ça permettait de tout découvrir avant de choisir ce vers quoi on voulait s'orienter. Donc après, j'ai pris la finance, et là encore le choix entre la finance de marché, la finance d'entreprise ou la finance d'entreprise, j'avais le sentiment qu'on serait plus proche des sociétés tout simplement. Et donc j'ai choisi ce qui s'appelait à l'époque le DESS 225 finance d'entreprise de Dauphine. Et je crois que c'était pendant le DESS ou l'année d'avant, je sais plus, on devait faire un mémoire en finance fiscalité et c'est un de mes profs qui m'a dit peut-être regarde un peu les métiers du LBO, ça pourrait t'intéresser, toi qui est assez généraliste, qui aime bien t'intéresser à plein de choses. J'ai plus découvert ce métier. Et je me suis dit qui me correspondrait bien par son côté. On touche à tout, on découvre plein de business modèles, on doit s'y connaître entre guillemets, dans différentes matières de gestion, et en même temps on est spécialisé en rien quelque part quand même. On est expert de pas grand chose, et ça faut l'accepter. Il y a des gens qui ont besoin d'être hyper connaisseurs dans un domaine, d'être expert de quelque chose. Nous faut admettre qu'on n'est pas expert en un domaine en particulier, si on doit se résumer. C'est okay. Et moi qui avais toujours eu du mal à choisir, je me suis dit que ça me parlait bien, mais c'était une vision qui était quand même
très théorique encore à ce moment-là. Et justement, on fait un peu un bond en avant, mais après 15 ans d'expérience dans le métier, est-ce que la vision que tu avais du métier en tant qu'étudiante, elle s'est confirmée, ou est-ce qu'il y a des choses à laquelle tu t'attendais pas en faisant le métier? Non, ça c'est vraiment beaucoup confirmé. Et la bonne surprise, c'est que la dimension humaine est très importante. La dimension relationnelle est très importante. Et moi, mes parents sont tous les deux dans les ressources humaines. Donc, c'est vrai que j'avais aussi hésité entre finance et RH. Alors que bon, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais parce que l'enjeu humain m'a toujours énormément intéressée. Je pense que j'ai un peu grandi comme ça aussi, en fait. Et au final, c'est la bonne surprise de ce métier, c'est qu'au-delà des chiffres, de la stratégie, de l'économie, de tous ces aspects-là, de l'étude des business models, au final, ce qui reste aussi clé, c'est les dirigeants avec lesquels on s'associe et la façon qu'ont eux-mêmes d'être des bons managers et d'embarquer leurs équipes derrière. Et au final, on en revient quand même beaucoup à ça. Donc ça c'est la bonne surprise, mais ça c'est plutôt ma vision théorique c'est plutôt vérifié. Et en parlant de dirigeants, tu as rejoint 2 dirigeants justement qui étaient en train de monter à l'époque Capza tout de suite à la sortie d'études, c'est ça? Oui, en fait donc moi j'avais pas du tout de contact dans ce métier, vraiment il y avait personne de mon entourage qui le faisait. Alors dans le 225, on était plusieurs à vouloir aller dans ce métier et du coup après ça m'a fait des contacts, mais à titre perso, j'en avais pas du tout. Et c'est Stéphane Monnier qui était à l'époque responsable du département financement de KBC Bank. Donc là, le LBO, mais côté dette, qui était prof de notre master et qui du coup prenait souvent des stagiaires du master, voilà, quand ils trouvaient qu'ils avaient l'air pas trop mauvais. Okay. Et du coup, j'ai rejoint KBC Bank pour un stage de quelques mois classique en financement, donc côté dette. Stéphane me dit moi j'ai pas de poste pour toi, je recrute pas, mais il y a quelqu'un qui est pas mal, qui s'appelle Christophe Caravédis et qui est en train de monter un fonds, ça s'appelle Capzanine, et va le voir. Donc j'ai rencontré Christophe Caravédis, donc le fondateur de Capzanine, ça s'appelait pas encore Capza, ça s'appelait Capzanine, qui était en train de lever le fonds avec David Opno. Il devait avoir sécurisé, je sais plus exactement, peut-être 40-50 millions. Et l'idée, c'était de lever un fonds de 150 et qui s'est terminé à 200 millions finalement. Et donc, ils étaient en train de constituer l'équipe. Il n'y avait pas encore complètement la visibilité sur à combien on atterrirait, donc ils choisissaient à ce moment-là plutôt des juniors. Okay. Et tant mieux. Voilà. Et du coup, c'était une vraie chance. Après, quand Christophe, je l'ai vu, bon, c'est tout de suite hyper bien entendu. J'ai pas tout compris parce que j'étais pas expert du métier, je savais à peine ce que c'était que de la mezzanine, voilà. Il m'a expliqué son concept, donc qui était de mettre dans le même fonds du capital et de la mezzanine, d'avoir un rendement assez sécurisé du fait de faire de la mezzanine et en même temps un peu amélioré par le fait de mettre aussi des tickets en capital, d'où le nom Capzanine. Donc c'était vraiment très très innovant. Et je me suis dit bon, il a l'air super, il a l'air de savoir où il va, le concept a l'air très novateur. J'ai pas tout compris, mais ça quand même. Mais ça a l'air sympa. Ça a l'air intéressant. Et donc il m'a proposé un CDD et on était 3 CDD pour 2 CDI embauchés à la fin, donc en mode Koh-Lanta. Et j'ai réfléchi. À côté de ça, il y avait l'autre voie qui était
de faire du TAS, enfin de transactions de services, d'aller dans un cabinet d'audit pour faire des due deals pour des fonds, ce qui peut être aussi très formateur. Voilà, et avec tout de suite un CDI, un niveau de rémunération intéressant. Sur des acteurs qui sont déjà connus. Et exactement, mais j'ai vraiment eu l'intuition que ça allait plutôt bien marcher. Voilà. Et Christophe dit, mais je m'en souviens pas, il paraît que je dis que j'adorais faire des modèles Excel et que c'était ça qui lui avait plu, parce que c'était rare que les gens disent ça. Alors que bon, aujourd'hui, c'est la partie que j'aime le moins, je pense, de notre métier, c'est les simuler Excel, mais bon, à l'époque, apparemment, je devais être un peu geek, un peu à fond sur les chiffres, et ça lui a beaucoup plu, et c'est pour ça qu'il m'a pris. Voilà, donc effectivement, je suis arrivée comme ça au tout début de l'histoire de Capzanine, et la toute première salariée avec Christophe et David, mais enfin 2 mois après, voilà, il y avait d'autres personnes qui nous ont rejoints, dont Laurent Bénard qui est le directeur général aujourd'hui de Capza. Donc c'était une super expérience. La levée de fonds a été faite assez rapidement, avec pas mal d'institutionnels. Assez rapidement. En plus, tu m'as dit que l'objectif c'était de 150 millions, finalement, ils ont levé 200, donc oui. Ça a été super bien accueilli. Oui, ça a été, je pense qu'effectivement le concept était vraiment novateur. On a tout de suite fait des deals, et on faisait beaucoup de deals, parce que j'y suis restée 8 ans, et je crois que j'ai dû travailler sur 15-16 opérations. Sachant qu'il y a eu toute l'année 2009 et même en 2008 où on n'avait plus fait de deal. Donc oui, c'était un rythme assez intense, mais du coup hyper formateur. Et l'avantage aussi d'être en mezzanine, c'est que je voyais beaucoup de fonds et comment les fonds fonctionnent. Ça permettait de voir un peu les bonnes et les mauvaises pratiques des fonds en equity, de voir comment ils étaient sur des managements de presse, et puis au début, un des deals aussi qu'on avait regardé, on avait pris plutôt pour commencer un ticket en mezzanine, en suiveur derrière un autre mezzaneur. Donc du coup, c'était aussi super pour moi pour apprendre et me former. Après, on était plutôt lead en mezz, mais ouais, c'était assez intense, mais une énorme chance d'être arrivé là avec Christophe, qui est un super investisseur, et je travaillais en direct avec lui, avec David aussi. Je travaillais en direct avec David parce qu'il n'y avait pas de structure intermédiaire à ce moment-là. Du coup, c'était top, tout de suite très exposé, des contacts avec les dirigeants, rapidement des lignes à suivre, où du coup j'étais quand même une vraie interlocutrice pour les dirigeants, avec Christophe bien sûr, mais pour les choses un peu du quotidien. Enfin, donc c'était hyper formateur, et l'occasion de voir énormément de deals, de business models, et de voir comment d'autres fonds fonctionnent aussi. T'as dit que Christophe était un excellent investisseur. T'aurais pas forcément des exemples, mais une ou deux qualités justement qui faisaient que c'était un très bon investisseur. En fait, il a une capacité à avoir à la fois beaucoup de recul sur un deal, tout de suite d'avoir la vision synthétique, et voilà, et jusqu'à comment on va sortir du deal, à quel horizon, comment ça va se passer. Enfin voilà, tout de suite dans sa tête, c'est synthétique et assez clair, et en même temps une capacité à voir directement les points d'attention, voilà, de voir tout de suite
il pouvait scanner un mémo et dire oui mais attention il y a ça, ça et ça. Et souvent c'était des très très bons points. Ok, d'accord. Ok. Et donc c'était assez impressionnant. Ouais. Et tu les as accompagnés donc pendant, tu m'as dit. Donc moi je suis restée chez Capza jusqu'en 2011, donc j'ai passé 8 ans. Et j'ai donc rencontré Dounia Bouhassen qui était la fondatrice de Women Equity. Donc l'idée c'était de lever un fonds qui investirait dans des sociétés dirigées par des femmes ou des sociétés avec des organes de direction mixtes, et de mettre en avant ces sociétés, de communiquer sur leur parcours, voilà, d'en faire des exemples pour inspirer d'autres femmes. Et dans les études que Dounia avait faites et qu'on a continué à faire au niveau de Women Equity, on se rendait compte que les sociétés dirigées par des femmes étaient surperformantes. Donc en plus, il y avait aussi cette thèse de dire à nos investisseurs que si on se débrouillait pas trop mal, normalement on était plutôt censé proposer des bons rendements. Voilà, donc il y avait un impact, c'est un fonds, et il y aura un rendement financier qui devrait vraiment pas être moins bon que les autres, et il y a un impact sociétal de mise en avant de ces sociétés, de changer un peu les regards et de montrer que il y a des sociétés dirigées par des femmes et qu'elles performent et pour en inspirer d'autres. Voilà. Donc c'était une thèse d'investissement là aussi très innovante. Et j'ai rencontré Dounia plusieurs fois. Elle m'a proposé de rejoindre ce projet-là. Et j'ai beaucoup hésité parce que Capzanine avait pris pas mal d'ampleur. On était passé d'un fonds débutant à un fonds qui était très bien implanté. Oui. Pardon, t'aurais les chiffres en tête un peu, parce que du coup le premier fonds, quand t'arrives, c'est 200 millions, t'es la première employée. Oui. Quand tu pars du coup, le deuxième fonds, tu fais appel à ma mémoire, ça devait être 250-300 millions, je pense. Et ils allaient démarrer la levée du troisième fonds. Okay. Et en équipe, quand je suis partie, on devait être une quinzaine de personnes. Okay, donc ça s'était bien structuré. Ça s'était bien structuré. Puis maintenant, ils sont beaucoup plus grands que ça. Donc ça a été exponentiel après. Mais oui, ça s'était bien structuré. L'image de Capzanine était établie sur la place. C'était vraiment devenu un mezzaneur assez incontournable à cette époque. Okay. Il y avait une équipe bien renforcée, bien constituée, ouais, une vraie crédibilité, une notoriété qui était assise et pour moi-même un grand confort parce que il y avait des super équipes, on avait une secrétaire générale et son équipe qui était top, il y avait une office manager qui nous chouchoutait, donc voilà, il y avait aussi même à titre perso des super beaux locaux, enfin voilà, un grand confort exactement. Et donc quand je sollicitais des avis, c'était quand même plutôt mais t'es complètement folle, en fait. Capzanine, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'y rentrer, et toi, tu veux en partir. Mais pourquoi tu fais ça? Le projet Women Equity était complètement entrepreneurial, égal pas de sous, donc pas de égal pas payé. Il faut quand même prendre ça en compte aussi. Il y a tout le sujet du caride avec les vestings, donc quand on part, eh bien on laisse forcément une quote-part du caride, donc financièrement c'était pas non plus du tout un bon calcul. Okay. Et donc je me suis beaucoup posé la question, je pense que j'ai dit une première fois non à Women Equity. Okay. Et puis ça m'a vraiment trotté dans la tête et j'étais très bien chez Capza, mais au fur et à mesure du temps, toute la dimension mezzanine me plaisait quand même
beaucoup de moins en moins en fait, parce que à côté de ça j'avais l'occasion de faire des deals en capital où on était vraiment proche des sociétés. En mezzanine on était sur des sociétés de taille souvent plus importantes, voilà, et plus le temps passait, plus je me rendais compte que moi à titre perso j'aimais les PME et d'investir en capital pour être proche des dirigeants, pouvoir voilà, réellement les accompagner. C'était vraiment ce qui me bottait le plus, et puis il y avait tout le côté très porteur de sens et d'avoir un impact, enfin d'avoir un autre but à son travail que l'aspect purement financier, et donc pour toutes ces raisons-là j'ai franchi le pas. J'ai pu le faire aussi parce que Capgemini a accepté de me faire une rupture conventionnelle, et ce qui était vraiment sympa, et ce qui fait que du coup j'ai pu avoir Pôle emploi, parce que c'est quand même un aspect important du sujet aussi, surtout quand on part pour une levée de fonds. On sait que ça peut vraiment être long. C'est toujours par définition beaucoup plus long que ce qu'on pense, en tout cas pour un first time. Et donc il faut aussi prévoir ça, comment on va se financer, et avec un worst case scénario, si ça dure encore plus longtemps que prévu. Voilà. Après, bien sûr, on peut toujours retrouver un job dans un autre fonds, mais c'est un métier où il n'y a pas non plus tant de postes que ça. Donc, voilà. Donc c'était risqué. Et est-ce que tu te souviens du jour où tu as pris la décision, où tu t'as dit ok, je vais y aller? Tu l'as appelé, tu es allé la voir, tu lui as envoyé un message. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as accepté? Non, je m'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. Je me souviens du jour où j'ai annoncé à Christophe que je partais. Ça, je m'en souviens très bien. Ouais. Mais non, je suis désolée, je m'en souviens pas. Mais je pense que je pense que ça s'est fait un peu dans le temps, en fait. Je pense que Dounia, elle avait senti que j'étais en train de basculer. Et tu réfléchissais de plus en plus au sujet. Oui, mais il y a ça encore. Mais oui, je pense que c'était plus comme ça. Ok. Et donc, tu as quitté Capza et vous êtes lancé dans... Et on s'est lancé dans Women Equity. Donc il y avait une association qui existait qui s'appelle Women Equity for Growth, et qui était déjà une bonne base, avec un réseau très important de dirigeantes, avec tout un tas d'animations et d'events autour de ces dirigeantes, un palmarès qui est encore sorti cette année, le palmarès Women Equity, donc qui met en avant des parcours de femmes dirigeantes, voilà. Donc il y avait cette jolie base associative, et qui permettait de rencontrer des femmes dirigeantes, et donc on est parti en levée de fonds, et on a levé un certain montant, mais qui n'était pas suffisant pour lancer le projet avec la bonne envergure comme on souhaitait le faire. Et du coup, malheureusement, au bout de 18 mois, presque 2 ans, on a décidé d'arrêter. Je pense que c'était un peu trop novateur pour l'époque, et que ça a pas su on n'a pas su à ce moment-là trouver le bon. De toute façon, une first time team, en plus, ça reste compliqué. Ça reste un pari sur un produit moi, je trouvais innovant. que c'était un super concept, mais le marché des souscripteurs, on va dire, n'était pas totalement prêt à ça. Et aujourd'hui, Women Equity est à nouveau en train de relancer une levée de fonds. Et donc je leur souhaite vraiment de tout cœur que ça marche, et que le marché aujourd'hui soit plus prêt à accueillir ce genre d'initiative. Et du coup on en arrive à Capital Croissance. Donc
mes 3 associés, Eric, Fabrice et Cédric, avaient lancé Capital Croissance en 2012. Et moi, début 2013, l'initiative, on prend la décision, voilà, on va pas y arriver avec Women Equity, donc moi j'arrête, et donc je crois, j'avais beaucoup entendu, on se connaissait de nos expériences précédentes, voilà, je les connaissais un peu tous les 3. J'avais suivi le fait qu'ils lançaient Capital Croissance. Et du coup, je les ai rencontrés. Là, j'étais, pour être honnête, pas complètement dans un mood encore entrepreneurial. Je me disais bon bah voilà, ça va pas marcher. Peut-être qu'il vaut mieux que j'aille me remettre au chaud, voilà, dans une maison institutionnelle. J'étais un peu échaudée et j'ai rencontré Eric, Fabrice et Cédric. Ils avaient sécurisé 20 millions d'euros. D'accord. Un objectif de fonds qui était à 75 millions, puis après je te détaillerai le modèle Capital Croissance. Et quand ils m'ont expliqué leur concept, eh bien je me suis dit que c'était aussi très novateur, très différenciant, et puis tout simplement après c'est des rencontres humaines où on a vraiment bien accroché sur la façon de voir le métier, de ce qu'on, voilà, de ce qu'ils voulaient faire, de tout ça, et après avoir hésité en me disant mais est-ce que je repars encore pour 2 ans d'inconfort. Ouais. Et bien j'y suis allée parce que le projet était top, voilà. Donc, à l'intuition encore. Je pense que oui. Et après, il y a plein de gens, pour le coup, qui me recommandaient d'y aller. Ok. Ouais. D'accord. Les références sur eux étaient très bonnes. Ouais. Donc, ouais. Donc, effectivement, à l'intuition, on va dire. Justement, il y a Pierre, donc un auditeur qui voulait te poser une question. Donc, il m'a fait un vocal, je te la fais écouter. Bonjour Madame Masson, Pierre Famtrong, étudiant en finance et stratégie à Sciences Po Paris. J'ai vu que vous aviez participé au début de nombreux fonds. Je trouve ça très intéressant et en fait, je voulais simplement savoir si vous pensiez qu'il fallait une âme d'entrepreneur pour réussir en private equity. Alors, c'est une très bonne question que je m'étais jamais complètement posée comme ça, d'ailleurs. Je pense que c'est assez intéressant quand on accompagne des entrepreneurs au quotidien, d'avoir vécu nous-mêmes ce que ça peut être une aventure entrepreneuriale et ses joies, ses difficultés, voilà, tous les hauts et les bas par lesquels on peut passer, que les choses ne se passent pas complètement comme on les a prévues et qu'au final, parfois c'est pas si grave et que parfois c'est même pour le mieux. Je pense que ça donne effectivement une vision différente du métier. Et après, il y a aussi d'ailleurs pas mal d'anciens entrepreneurs qui se reconvertissent dans le métier ou qui deviennent senior advisor de fonds. Donc je pense que c'est un plus. Après, est-ce qu'il faut l'avoir forcément fait pour réussir dans le métier? Je pense pas. Il y a des très bons investisseurs qui ont rejoint des fonds en cours de route, qui sont dans des maisons plus institutionnelles. Donc, je dirais pas que c'est nécessaire, mais je pense que ça apporte une vision un peu différente, qui est intéressante et qui est ressentie par les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise. Ok, super. Et donc vous avez, t'as choisi du coup de replonger dans un début d'aventure. Et donc 20 millions, on en est à 20 millions de sécurisés début 2013. Donc tu les rejoins.
Ouais. Donc la grande thématique de Capital Croissance, c'est que c'est un fonds d'entrepreneurs. Donc là où, parce qu'on a été vraiment les pionniers, là où les fonds, surtout en capital transmission, capital développement, étaient très majoritairement abondés par des institutionnels, nous on a fait le choix d'aller voir des souscripteurs, personnes physiques, donc des entrepreneurs. On est également accompagné par BPI et Ardian historiquement, parce que ça reste quand même intéressant d'avoir des institutionnels, et aussi en termes de tickets qu'ils peuvent mettre. Voilà, ça reste un peu incontournable, mais ils sont minoritaires dans nos fonds. Voilà, ceux qui sont vraiment majoritaires, ce sont ces personnes physiques. Et donc, on a mis 2 ans à lever ce premier véhicule qui faisait 75 millions. Donc, on a fini par atteindre notre hard cap auprès de, historiquement, 150 personnes physiques. Et comment ça se passe? Ils sont organisés en association où vous allez vraiment voir un par un chacun des souscripteurs pour le convaincre ou la convaincre de souscrire? Oui, alors maintenant, comme on est un peu plus connu, on va dire, on en a qui nous arrivent ou qui disent je connais quelqu'un qui a investi chez vous, donc ça m'intéresse. Enfin, maintenant ça vient aussi plus naturellement, mais oui, à l'époque ça a été, je crois, plus de 500 rendez-vous en physique, parce qu'à ce moment-là il y avait pas on faisait pas la visio, pour en convaincre effectivement 150, avec un peu un effet d'entraînement sur la fin. Finalement, c'est vraiment les premiers aussi qui sont plus durs à avoir, et donc avec des tickets qui peuvent être de plusieurs millions d'euros, mais qui démarrent aussi à 250 000. Donc effectivement, ça fait un certain nombre de personnes à convaincre. Ok, et ça a duré 2 ans du coup, cette levée. La première levée, effectivement, oui, on a closé le fonds en début 2014. Voilà, peut-être je te détaille le fonctionnement un peu de Capital Croissance. Et donc l'idée, c'est que ces souscripteurs, il y en a beaucoup qui ont été ou sont entrepreneurs. On a des familles aussi, par exemple, qui ont eu des grosses entreprises. On a des patrons de TI, on a quelques patrons de grands groupes aussi, et c'est des gens qui ont aussi envie de venir chez nous pour être au contact des PME, et donc nous on les sollicite beaucoup pour accompagner les sociétés dans lesquelles on investit. Donc c'est vraiment tout un écosystème, un club d'entrepreneurs qui partagent leurs expériences, leur expertise et énormément leur réseau. Et donc on a structuré autour d'eux tout un accompagnement des sociétés que d'autres fonds ont aussi, mais nous la distinction, c'est qu'il est beaucoup finalement en interne avec des gens qui sont nos souscripteurs. Donc notamment on a 5 digital partners qui ont des super expertises, chacun dans différentes thématiques autour de la digitalisation des PME, et donc on les sollicite quand on regarde des sujets, mais aussi beaucoup pour accompagner nos boîtes sur ces thématiques-là. De la même façon, à l'international, on a 2 bureaux de représentation via 2 familles, une qui est implantée à New York et une autre qui est implantée à Hong Kong. Donc voilà, qui sont des familles de souscripteurs, et du coup c'est pas le même regard que lorsqu'on prend des consultants externes. Voilà, c'est des gens qui sont impliqués. Et pour tout ce qui est business développement, c'est aussi hyper intéressant, parce que concrètement, quand on investit dans une société et qu'elle nous dit j'ai besoin de
développer sur tel segment de marché. Est-ce que vous avez des contacts? Nous, on lance un appel à nos souscripteurs. Voilà, telle société dans laquelle vous avez investi indirectement a besoin de tel contact. Voilà, et ça marche très très bien. On a tout de suite beaucoup de contacts. Après, la société les transforme ou pas. Après, derrière, ils font leur job. Mais ça permet d'avoir sur vraiment plein de secteurs tout un tas d'introductions, de portes ouvertes. Voilà, donc et puis on communique aussi beaucoup avec nos souscripteurs. Ça fait aussi ils reçoivent beaucoup d'informations. On fait 2 réunions minimum par an, là où les fonds en font plutôt une. On fait venir systématiquement les dirigeants des sociétés dans lesquelles on investit pour qu'ils puissent les rencontrer, poser leurs questions un peu en direct. C'est-à-dire au moment de l'investissement, l'équipe dirigeante est présentée aux souscripteurs, c'est ça? Oui, okay. En fait, on fait 2 réunions par an, donc en général, les nouveaux entrants, de faire dans exactement. Voilà. Ok. Exactement. Et donc c'est vraiment de la proximité avec les PME pour nos souscripteurs et un accompagnement pour les sociétés dans lesquelles on investit qui est différent. Et tout un ADN aussi qui est forcément un peu différent. On est probablement un peu moins financier dans l'approche, et tout de suite sur les questions très précises de l'EBITDA à l'euro. On nous dit souvent qu'on a une approche un peu plus business, pragmatique, et je pense que c'est vraiment lié à ce double ADN entrepreneurial, notre propre histoire chez Capital Croissance. Et la nature de nos souscripteurs. Voilà, donc après ce premier fonds, il y en a eu d'autres, donc peut-être je peux faire un panorama de ce qui on est aujourd'hui, petite accélération dans le temps. Donc aujourd'hui, on a 500 millions sous gestion. Donc on investit en capital transmission et en capital développement dans des sociétés en fourchette très large qui vont faire de 3 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec quand même un sweet spot sur les sociétés, on va dire 5 à 60 millions de chiffre d'affaires. On fait du majoritaire, du minoritaire. On est généraliste, donc on regarde vraiment tous les secteurs d'activité. Comme notre nom l'indique, on cherche quand même les entreprises de croissance. Et c'est vrai que dans notre portefeuille, on a fait plusieurs opérations dans la santé, plusieurs boîtes de logiciels. On a pas mal de choses autour du digital, de l'e-commerce. Voilà, on est quand même pas mal sur ces thématiques, mais on a aussi des secteurs plus traditionnels. On a aujourd'hui sur l'investissement en direct 3 véhicules. Un véhicule qui est tout neuf qui s'appelle Edelweiss et qui couvre le very small cap, donc qui met des tickets de 1 à 5 millions. Ensuite, on a Kern qui met des tickets de 6 à 15 millions. Et ensuite, on a K2 qui met des tickets à partir de 15 millions et qui a la spécificité d'avoir été fait avec des familles. Et on est sur une approche qui peut être beaucoup plus long terme. On peut investir pour des durées de 10 à 12 ans. Donc ça permet notamment d'accompagner des entreprises familiales, des transmissions familiales et des dirigeants qui sont pas dans une optique où on leur parle de la sortie dans 3 ans, où ça permet aussi d'accompagner des consolidations en se donnant vraiment du temps pour faire des croissances externes, parce que les stratégies de build-up, ça prend quand même en général toujours un peu plus de temps que ce qu'on pense. Donc ça permet de se donner cet horizon là. Quand tu dis avec des familles pour K2, ça veut dire qu'il y a moins de souscripteurs, oui. Mais que du coup les clauses font que c'est plus... Exactement. Voilà. Okay. Donc en tout, maintenant, on a
plus de 300 souscripteurs, personnes physiques. On a aussi une partie investissement indirect. On s'est associé avec une équipe qui s'appelait historiquement Parvilla et qui s'est renommée Bluester et qui fait du fonds de fonds. Donc elles investissent dans des fonds qui peuvent être à l'international. Elles ont investi historiquement dans une douzaine de pays européens. Donc ça permet d'offrir aux souscripteurs c'est un couple rendement-risque qui est différent en fait. Derrière il y a un sous-jacent de centaines de PME. Donc c'est très diversifié et dans pas mal de pays, ce qui est assez intéressant aussi. Particulièrement en ce moment. C'était à la demande de vos souscripteurs ou comment vous avez eu l'idée de créer Bluester Capital? En fait, c'est une équipe qui existait déjà. Elles ont déjà eu plusieurs véhicules et elles étaient exactement sur le même modèle de souscripteurs avec des entrepreneurs. Et du coup, on a trouvé que ça avait vraiment du sens de se rapprocher. Donc là, évidemment, on n'est pas dans des synergie deal flow comme on a avec nos autres véhicules où on s'est dit avec nos véhicules on couvre les tickets de 1 à 50. Là c'est une autre démarche, c'est vraiment vis-à-vis de nos souscripteurs de pouvoir leur proposer encore un autre type de produit. Et vous avez un 5e fonds mais du coup un peu plus particulier, un fonds Auréa. Alors Auréa, c'est un fonds de dotation. Donc là, c'est pas un fonds d'investissement. C'est un fonds de dotation qui soutient des associations. En fait, on a fait le choix qu'une quote-part de la commission de gestion que nous versent les souscripteurs soit reversée directement à ce fonds de dotation qui s'appelle Auréa. Donc en fait, on renonce à une quote-part de notre chiffre d'affaires et qui va dans Auréa et ensuite on choisit tous en équipe des associations. On reçoit pas mal de projets et c'est très très difficile de choisir. Donc on soutient des associations sur l'entrepreneuriat, aussi sur l'environnement, beaucoup sur l'éducation. Voilà, on a choisi des thématiques pour soutenir ces belles assos et avec une dimension aussi qu'on est en train de renforcer, mécénat de compétences, qui permet à l'équipe de consacrer un peu de son temps à ces associations-là. C'est-à-dire offrir des jours. Exactement. Ouais. Okay. Exactement. Donc c'est les membres de l'équipe de Capital Croissance qui vont aller dans des associations pour faire du coaching un petit peu du coup. Il y a différents, ça peut être différentes actions. Par exemple, on a soutenu l'Institut de l'engagement qui accompagne des jeunes issus du service civique, soit dans leur projet de création d'entreprise, soit dans des parcours de formation. Et donc, typiquement, on a fait partie du jury de sélection, donc avec des dossiers qu'on recevait, qu'il fallait noter, puis après on rencontrait les différents candidats. Voilà, ça peut être des jurys, des choses comme ça. Ok, et justement, donc, je crois que c'est toi la présidente d'Auréa, c'est ça? Oui. Et t'es super investie au niveau de la RSE, enfin c'est toi d'ailleurs la responsable RSE pour Capital Croissance, je crois? Oui. Donc la RSE, ça a toujours été très important pour nous. Et moi, c'est vrai après le projet Women Equity, j'avais aussi envie d'un projet qui ait du sens. Donc on a toujours fait pas mal de choses au niveau de Capital Croissance, mais c'était pas forcément très structuré. Et puis c'est vrai qu'on a été en forte croissance. Donc il y a 2 ans, on était encore, peut-être 2 ans et demi. Maintenant, on était 7 personnes et puis maintenant on va être 25. Enfin voilà. Donc on a connu cette forte croissance qui fait que
qu'on avait un peu de mal à tout faire à la fois, mais là on a vraiment renforcé notre dispositif sur ces thématiques RSE. Je pense qu'il y a eu aussi pas mal de prise de conscience personnelle dans l'équipe, notamment sur l'urgence climatique, enfin un petit peu comme tout le monde ces dernières années. Et donc dans le fonds Edelweiss, donc qui est le fonds Very Small dont on est en train de terminer la levée, on a fortement renforcé le dispositif et ça a vocation ensuite à s'appliquer à nos autres fonds. Donc c'est un peu comme notre lab. Et dans le CARID sur Edelweiss, il y a une quote-part qui est sur des objectifs extra-financiers. D'accord. Donc on n'a pas choisi de faire un fonds d'impact à proprement parler, un fonds d'impact, c'est-à-dire qui sélectionne des business models nativement à impact positif, mais on a plutôt pris le parti de dire que finalement chaque business model doit prendre en compte ces grands enjeux et donc plutôt d'accompagner toutes les sociétés à se saisir de ces enjeux. Et donc il y aura des objectifs clairs, participation par participation, qui conditionneront ou pas le fait de pouvoir obtenir le CARID sur cette partie-là. Ok. Et on est en train de constituer un comité RSE qui nous aidera à fixer des objectifs et qui jugera de leur atteinte ou non. Voilà. Et avec tout un bon niveau de discours à trouver auprès de ces PME, même si quand même on observe que beaucoup plus de dirigeants d'entreprises se saisissent de ces enjeux et dans leur vision stratégique n'ont quand même pas tellement le choix que de s'en préoccuper. De plus en plus, mais ça reste quand même assez novateur parce que dans le small cap et surtout donc dans le very small cap, et là par exemple on a les rapports annuels ESG de France Invest, c'est reconnu que comme c'est des sociétés qui sont structurées différemment des sociétés plus grosses, c'est plus difficile justement de mettre en place des reporting et même donc des actions concrètes dans ces entreprises. Oui, effectivement, c'est des entreprises avec des dirigeants qui sont quand même souvent au four et au moulin, où il n'y a pas toujours même forcément de direction financière structurée. Donc on va pas embaucher un responsable RSE, ça aurait pas grand sens. Donc l'idée c'est nous de pouvoir proposer un accompagnement très pragmatique sur ces enjeux-là, et c'est à ça qu'on travaille beaucoup en ce moment. Avec donc moi je suis dans l'équipe qui gère les fonds Kern et K2, et on a des personnes qui nous ont rejoints récemment pour gérer cette équipe Edelweiss. Donc voilà, c'est beaucoup leur sujet aussi. Et moi j'ai en tant que un peu responsable RSE transverse de Capital Croissance, j'essaie de les accompagner aussi au mieux sur ce sujet-là, mais on veut sortir de la logique pure reporting qu'on exige une fois par an et qui sert à rien, mais être dans quelque chose d'opérationnel, de pragmatique et dont on peut aussi mesurer rapidement des résultats. Et en termes de, comme on l'a dit, de marque employeur et de la nature des clients qu'on a, ça devient quand même des enjeux où on ne peut pas passer à côté. Donc on a retenu 4 grandes thématiques: l'empreinte carbone, la parité bien sûr, le bien-être et la qualité de vie au travail, et l'actionnariat salarié.
D'accord. Donc l'actionnariat salarié, c'est quelque chose qui est assez naturel pour nous et qu'on a mis déjà pas mal en place historiquement au sein de Capital Croissance. Et sur les 3 autres thématiques, on essaie de bien renforcer notre dispositif pour être et tout simplement aussi de se former. Nous en interne, là, pour cette année, j'ai fait un gros plan de formation pour toute l'équipe sur tous ces sujets-là, sur l'urgence climatique. Notamment. Okay. Donc on est vraiment beaucoup aussi en train de se former en interne et de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on préconise de faire dans nos boîtes. Donc on est en train de démarrer la semaine prochaine d'ailleurs notre bilan carbone. On va aussi faire une certification RSE. Donc voilà, et encore une fois, on n'a pas de large middle et back office, donc c'est vraiment toute l'équipe l'équipe d'investissement qui, avec l'aide de notre cher secrétaire général quand même, qui va s'y coller. Et donc l'idée, comme toute la thématique entrepreneuriale de Capital Croissance, c'est d'en passer par là nous-mêmes, ça va être sûrement un peu pénible, ça va nous prendre du temps, mais de voir les bénéfices qu'on en retire et toujours dans cette logique qu'on parle mieux des sujets qu'on a soi-même vécu. Voilà, donc forte accélération sur cette thématique RSE. Super intéressant. Et donc tu m'as dit que vous étiez justement en pleine croissance. Est-ce que vous affichez vos ambitions pour les prochaines années ? L'idée c'est d'être vraiment la plateforme de référence pour l'investissement des personnes physiques et de poursuivre, de faire grandir notre club d'entrepreneurs en proposant d'autres types de produits. Donc on réfléchit sur le capital risque, qui est une brique qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça pourrait être de la dette privée aussi également, ou d'autres choses. Donc on va effectivement donc là il y a eu la levée d'Edelweiss, la vraie diversification de produits avec Bluester, et donc on va continuer dans cette voie-là. Mais après c'est aussi une question d'opportunité et de rencontre, parce que Edelweiss, pour trouver les bonnes personnes, on a mis presque 1 an et demi, je pense, pour finalement lever des fonds en 3 mois. Donc finalement, en ayant les bonnes personnes, ça... Exactement. Et voilà, c'est ça aussi, c'est de trouver l'équipe qui va être adaptée, qui va bien se matcher avec notre ADN, avec un vrai projet différenciant et qui a du sens. Donc ça se fait aussi quand même via des rencontres. Donc l'enjeu RH que vivent vos participations, vous le vivez aussi. Oui, complètement. Est-ce que tu pourrais nous donner un cas concret d'un investissement que tu aurais mené? Tu nous as donné plein d'exemples concrets, mais tu vois, un investissement que tu aurais mené. Oui, une société qui m'occupe notamment en ce moment, c'est une société qui s'appelle Team Inside, dans laquelle on a investi en juillet 2019. Et c'est une boîte d'experts en marketing digital qui interviennent principalement en régie chez des clients grands comptes, des belles marques, notamment de luxe. Et ils ont aussi des clients ETI. C'est une société qui va en chiffre d'affaires en ordre de grandeur qui fait une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Juste, c'est-à-dire du marketing digital en régie, ils aident les maisons de luxe à communiquer en ligne, ou comment? Oui, en fait, ils sont vraiment intégrés dans les équipes digitales de grands groupes pour des missions souvent assez longues, de plusieurs mois, voire plusieurs années.
Donc ils peuvent être chefs de produit digital, ils peuvent être community manager, ils peuvent être product owner, responsable UI, UX. Et donc leur métier, c'est de placer des gens dans ces maisons-là et sur quelques mois, quelques années, c'est ça? Exactement. Ok. Mais c'est des personnes qui restent salariées de Team Inside. Donc ça fait aussi partie du métier de les faire évoluer, de suivre leur carrière, de les former. C'est des consultants qui sont effectivement en régie chez les clients. Voilà, évidemment positionné sur des métiers plutôt porteurs, des gros enjeux de recrutement, parce qu'on est dans des métiers qui sont quand même très pénuriques, donc une notion de marque employeur, de parcours, de formation, d'écoute, d'ambiance, voilà, qui est hyper importante, et c'est ça qui nous a séduit aussi dans cette société. Une équipe dirigeante vraiment au top, avec un dirigeant qui est à la fois un très bon manager, un très bon développeur, un très bon gestionnaire, et avec derrière lui une équipe vraiment au top, parce qu'il a su pas rester le seul leader, mais au contraire être très bien entouré. Et ça, c'est... Oui. Pardon. Et ça, c'était un point commun, justement, avant qu'on enregistre, que tu me disais que tu retrouvais chez les bons dirigeants ou les bonnes dirigeantes, c'est que leur capacité à s'entourer, c'était un gros point commun. Ouais, exactement. C'est vrai que dans pas mal de PME qu'on peut rencontrer, c'est quand même souvent des one-man show. Quand il y a 2-3 personnes clés, on est plutôt content. Okay. Mais c'est vrai que un dirigeant qui sait aussi se rendre parfois finalement moins indispensable, donc c'est aussi un peu mettre son ego de côté, c'est un super dirigeant qui arrive à faire grandir d'autres personnes. Alors il faut que la taille de la société le permette, évidemment dans une société de petite taille on peut pas le faire, mais il faut que la taille le permette. Mais oui, un dirigeant qui sait fédérer autour de lui des managers clés, les rendre très autonomes et être lui-même au final dans un rôle surtout d'animateur. Moi, je pense que c'est une vraie force. Et puis, c'est un peu moins risqué aussi en tant qu'investisseur, quand on a un peu moins de dépendance que quand c'est juste sur une seule personne. Même si ces personnes leaders charismatiques restent quand même très clés dans l'entreprise. Et ce que je te disais aussi avant l'enregistrement, c'est que un très bon dirigeant, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui va être capable d'accompagner toutes les phases de la vie d'une société. Et ça, c'est très compliqué à trouver, parce qu'il y a des personnes qui vont être des excellents développeurs, il y a des personnes qui vont être des excellents gestionnaires, il y en a qui vont adorer restructurer des entreprises, et finalement, c'est assez rare de trouver en une personne. Alors, c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des binômes, des trinômes qui se constituent quand on peut pas forcément trouver de tout ça chez une personne. Mais ça, c'est assez rare, et on a vu à quel point c'était important quand il y a un an, lors de le début de la crise sanitaire, du jour au lendemain, le ciel nous tombe sur la tête, et il faut en général tout réorganiser, où il y a des sociétés qui étaient stars avec des grosses croissances, et du jour au lendemain il n'y a plus de clients, même si au final c'est pas ça qui s'est passé, et ces boîtes-là ont au final très bien repris. Mais bon, à ce moment-là, quand même, on pouvait avoir l'impression que tout s'arrêtait, et ceux qui sont à la fois
très bons développeurs, mais qui savent aussi gérer des grosses crises. Pour moi, c'est assez rare et c'est des qualités effectivement qui sont très importantes et que nous on va beaucoup regarder en tant qu'investisseur. Comment tu fais pour le regarder? Parce que dans des process qui sont avec mes autres discussions, j'entends souvent que les process sont de plus en plus courts, comme ils sont intermédiaires, concurrentiels. C'est une séduction des deux côtés, mais des process très courts, comment tu fais pour Eh ben c'est ça qui est hyper compliqué, mais qui est aussi hyper intéressant. C'est effectivement, c'est pas comme un entretien d'embauche pour recruter quelqu'un dans l'équipe, on fait venir la personne. On l'a fait voir, on lui fait je sais pas combien de tours pour qu'elle voit toute l'équipe, on lui fait faire un petit test de personnalité, voire on lui fait faire des cas concrets, enfin voilà. Évidemment tout ça avec un dirigeant d'entreprise, on va pas du tout pouvoir faire ça, et comme tu le dis très bien, notre métier est de plus en plus dur et extrêmement concurrentiel, alors on arrive encore à trouver des situations un peu privilégiées où on va pouvoir être assez peu de fonds. Mais on est aussi dans des process face à d'autres fonds, et donc nous-mêmes on doit être avant tout dans un rapport de séduction. Donc c'est de l'évaluation de l'autre, mais tout en étant voilà. Donc c'est effectivement c'est compliqué, et je pense que ça rejoint quand même au final de l'intuition, et que notre métier, on a beau tout rationaliser, et ce qu'on fait évidemment chez Capital Croissance, des audits très très poussés, des compréhensions de business model, analyser les potentiels de développement, des equity stories, comment on pourra en sortir, enfin rentrer dans le détail précis des chiffres. Évidemment que voilà, qu'on fait notre boulot et qu'on fait ça, mais au final notre métier c'est avant tout pas se tromper sur les personnes avec lesquelles on s'associe, et c'est le plus dur, et je pense que même quand on est très expérimenté, on peut se tromper, mais c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de notre métier, et qui fait que c'est pas possible de s'ennuyer. C'est que déjà on va voir des nouvelles boîtes, des nouveaux secteurs en permanence, même si avec les années il y a certains secteurs qu'on commence quand même à bien connaître, mais bon, il y a toujours des niches, voilà, donc ça reste tout le temps passionnant, et puis ne pas s'endormir sur ses lauriers et se dire qu'on peut aussi se tromper et pas forcément bien évaluer les personnes, quoi. Et ça, faut rester toujours très humble par rapport à ça. Ok. Du coup, on a dérivé par rapport à Timid On a Side. dérivé. Voilà, donc une super équipe, secteur porteur, et c'est hyper intéressant parce qu'on les accompagne dans les croissances externes. Et donc là, en un peu plus d'1 an et demi, avec la crise sanitaire, on va réaliser la 4e opération de croissance externe. Donc c'est assez actif, où en fait on ajoute d'autres métiers complémentaires. Donc il y a une première acquisition d'une société qui s'appelle Elevate dans la data. Ensuite une autre société pour aller sur les métiers de product owner, product manager. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout sur des sociétés avec des dirigeants qui partent à la retraite et on reprend la boîte. Là, c'est aussi et surtout d'associer des nouvelles personnes et des dirigeants d'entreprises à Timid Side. Donc c'est vraiment intéressant de construire ces schémas-là où les personnes qu'on intègre restent dirigeants de leur filiale, mais tout en trouvant un intérêt
commun. Voilà, donc c'est un peu d'ingénierie financière et un état d'esprit aussi qui est hyper intéressant, où on fédère finalement plein d'entrepreneurs et où on les fait, enfin quand je dis on, surtout Jean-Sébastien le dirigeant, fait que ça fonctionne au service du groupe, mais avec chacun qui a son âme d'entrepreneur et qui conserve son indépendance sur son périmètre. Donc c'est beaucoup de communication, j'imagine. Ouais. Et c'est assez différent de quand même beaucoup d'opérations de build-up qu'on peut voir classiques. On reprend 100% de la boîte, on intègre. Voilà, c'est une approche qui est assez différente, qui correspond bien aussi à tous ces métiers un peu plus nouveaux et ces profils de personnes qui ont créé leur boîte, qui trouvent que c'est intéressant de rejoindre un groupe, mais qui veulent quand même conserver leur âme et leur indépendance quotidienne. Ok. Et vous êtes entré avec une thèse de consolidation, du coup, j'imagine. Oui, exactement. Vous le savez avant même. C'est vraiment pour ça aussi que Jean-Sébastien a choisi de faire rentrer un fonds. C'était pour accélérer sur ces thématiques-là. Et c'est principalement ce qu'on lui apporte. Ouais. Ok. Et donc 4 acquisitions en 2 ans. Non, même pas en 2 ans. Ouais. Pas encore 2 ans. Ah oui. En 18 mois. Et il avait déjà fait des croissances externes ou pas? Il s'était associé avec une fois, il l'avait fait. Ouais. Okay. Donc il était ouvert au fait de Oui, il avait plus, déjà une certaine expérience. Ah oui, vraiment, l'idée c'était de faire entrer un fonds pour accélérer et consolider. C'était exactement ça la thèse. Qu'on a pu quand même commencer même avec le Covid. Donc on est plutôt content. Voilà. Après c'est encore le début de l'histoire commune, mais ça part plutôt bien. Parfait. Si tu pouvais te donner un conseil au moment où tu sors du master 225, qu'est-ce que tu te dirais? De prendre des risques, du coup. Enfin, si on a vraiment envie de faire ce métier directement, je dis pas que aller en faire d'autres pour ensuite aller dans le private equity, c'est pas intéressant. Ça se passe la plupart du temps comme ça, d'ailleurs. Mais si on a vraiment envie de faire ce métier directement, je pense que aller dans des fonds qui se lèvent, des fonds en création et prendre un risque par rapport à ça, si on peut aussi se le permettre, bien sûr, ça peut carrément valoir le coup. Et tout en ayant quand même un regard critique sur le projet qu'on rejoint, les chances qu'il a de marcher, et là encore on rejoint le point des personnes en fait. Et ça c'est hyper important. Donc ouais, ne pas hésiter à prendre un risque, et au final si jamais ça marche pas, c'est pas si grave. Quelle est la meilleure chose que le métier t'a apporté? La meilleure chose, c'est les rencontres. C'est les rencontres avec. C'est assez incroyable de pouvoir rencontrer tous ces entrepreneurs, ces fondateurs de belles sociétés, les visions stratégiques qu'ils peuvent avoir. Moi, je trouve que c'est quand même une grande chance d'avoir en permanence accès à ces gens-là, à ce niveau d'interlocuteur là. Donc et puis ça fait des belles rencontres, parce que on passe quand même forcément beaucoup de temps ensemble, donc c'est pas que une relation actionnaire patron de boîte. Donc c'est souvent des belles rencontres. Je la pose à tout le monde. Enfin, je l'ai rajouté après la 3e interview. Discussion, parce qu'interview c'est pour les journalistes, c'est un métier. Discussion. Comment concilier
vie de famille et travail? Je pense que c'est un métier quand même qui s'y prête assez bien par rapport au métier du M&A, par rapport aux avocats qui sont dans des métiers avec beaucoup de choses à produire. Nous finalement on produit des choses, des reporting, des notes d'investissement évidemment, mais on est quand même moins dans ces logiques-là avec beaucoup d'exécution ou les avocats qui ont aussi voilà, énormément de choses à produire. Et je pense qu'il faut être assez clair et ferme avec soi-même sur le temps justement qu'on veut consacrer à sa vie privée. Bon, on parle beaucoup des enfants et moi c'est mon cas, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être une passion qu'on a. Être sportif de haut niveau ou avoir un podcast ou plein de choses en fait et qui sont vraiment importantes pour soi parce que c'est vrai que c'est un métier dans lequel ça peut être un peu sans fin, enfin et qui est tellement passionnant que qu'on peut finalement ne jamais s'arrêter. C'est quand même un métier aussi de chasse où il faut tout le temps en permanence aller chercher des deals, enfin c'est totalement infini. Donc je pense qu'il faut être très clair avec soi-même, se mettre des limites et se consacrer du temps. Enfin moi il y a vraiment des moments, moi concrètement, je vais parler des enfants mais je veux pas ramener que le sujet aux enfants, mais c'est ce qui est important pour moi en ce moment. Et donc moi, entre 19h30 et 21h, je n'existe plus. Voilà. Mais par contre, ça implique aussi que du coup, à 21h, potentiellement, je me reconnecte, voire même je propose des calls. Enfin, j'ai pas de sujet. Mais voilà, cette plage horaire, je la réserve pour eux. Voilà, et c'est clair, c'est comme ça. Après, évidemment qu'il faut rester tout le temps flexible et que si il y a un call hyper important sur un deal et qu'il faut le faire, sinon on va perdre le deal. Évidemment qu'on sait s'adapter, il faut être tout le temps flexible. Il y a des moments, il faut être complètement à fond. Au moment de gagner un deal, quand on fait un closing, quand on fait évidemment, mais en mode un peu quotidien, il faut se réserver des plages comme ça. Et après, c'est une question d'organisation et de gestion des priorités. Moi, je gère vraiment mes priorités à la journée, voire à la demi-journée. Donc, j'arrive et aujourd'hui, il faut qu'il y ait ça que j'ai fait, que j'ai lancé. Et sachant que après, on est aussi à dispo de nos participations. Donc, si j'ai un dirigeant qui m'appelle, il va devenir prioritaire sur ma liste. Si pour gagner un deal, il faut qu'on parte voir la boîte, ça va redevenir prioritaire. Okay. Mais moi, en tout cas, personnellement, je suis très organisée et en permanence en train de réajuster les priorités. T'as des box un petit peu dans ta semaine et ça c'est le créneau perso et après par demi-journée tu dis exactement. Okay. Exactement. Ok. Et est-ce que il y a des box qui sont régulières? Du coup, en semaine, t'essayes d'avoir ta box de 19h30 à 21h. Est-ce que dans la semaine, t'as par exemple le lundi matin, c'est réservé aux équipes et t'essayes de faire ça toutes les semaines ou? On a ça pour le coup, c'est très traditionnel. Le lundi matin, on a notre réunion d'équipe où effectivement c'est un créneau auquel on essaie de jamais toucher. Alors après, pareil, si t'as le deal du siècle qui arrive et on me dit le dirigeant il est dispo lundi à 11h, évidemment tu vas le prendre et tu vas t'excuser auprès de tes collègues et ils vont te dire vas-y, évidemment. Mais oui, le lundi on a la réunion d'équipe, on a des réunions sur la chasse des deals, on peut avoir nos réunions de COMEX, voilà, donc tout ça va être effectivement plutôt le lundi, okay. Mais le reste est assez flexible et il y a pas vraiment trop de normes, ça évolue beaucoup, ouais. Être très organisé mais flexible et avoir des box un petit peu prédéfinies. Exactement. Ok. C'est une question qui est revenue beaucoup après le premier épisode. Qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune que vous recrutez?
quelles sont les qualités requises pour faire le métier? Alors, nous, ce qu'on va rechercher, c'est quelqu'un de sympa. On essaie vraiment d'avoir une équipe qui se prend pas la tête, qui n'est pas arrogante, voilà, on fait notre métier en étant sympa, simple, sain, voilà. Donc ça, c'est vraiment un critère hyper important. Quelqu'un qui va plutôt être dynamique, un peu souriant. Voilà, on passe énormément de temps ensemble. Donc autant que ce soit plutôt et dans un contexte, comme on l'a dit, qui est assez adverse, assez concurrentiel, donc autant que en interne ce soit fluide, sympathique, voilà. Et ensuite la rigueur est quand même très important dans notre métier. Et puis voilà, des qualités commerciales, d'empathie sont aussi assez importantes. Okay. Est-ce qu'il y a un parcours que tu conseillerais aux jeunes qui nous écoutent justement? Toi, du coup, t'as un petit peu répondu en disant que tu te conseillerais, et donc potentiellement à d'autres, de prendre des risques. Nous, sinon, dans les personnes qu'on voit pour les recrutements, ça va être quand même souvent des gens qui ont fait de l'audit. Je pense que c'est une bonne formation, tout ce qui est due diligence. Et on avait une personne notamment qui est venue du M&A. Voilà, c'est aussi une autre des voies qui est tout à fait les voies un petit peu classiques. Ouais, c'est classique. Je vais pas te livrer de secrets là en la matière. Ok. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Est-ce que je peux dire un podcast, vu qu'on est sur un podcast? Avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup Le Gratin de Pauline Léniaud. Je pense que tu connais. J'adore. Voilà, qui interviewe des entrepreneurs, mais pas que. Ça peut aussi tout un tas de gens qui ont rencontré un certain succès. Et ce que j'aime bien dans ce podcast, ce que je trouve un peu différent, c'est qu'elle décrypte vraiment comment les personnes en sont arrivées là, qu'elles sont un peu vraiment dans le concret, le quotidien. Qu'est-ce qui a fait que finalement elles ont plus réussi qu'une autre, et même aussi d'ailleurs un peu qu'est-ce que la réussite. Enfin, je trouve qu'elle a un angle qui est un peu différent de juste interroger la personne de façon classique. Elle est elle-même entrepreneur, donc moi c'est vraiment un podcast que je trouve top et que je recommande vivement. Hyper intéressant, disponible sur toutes les plateformes. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu aimerais ajouter? Non, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Parfait. Et dernière question, comment est-ce qu'on te contacte? Eh ben, par mail, très classiquement, julie.masson@capitalcroissance.fr. Eh ben, parfait. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Bonne journée. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.